pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver mes amis pour ce qui sera certainement ma dernière vidéo pour 2023. Et autant vous dire qu'on va clore cette année en beauté, et quoi de mieux qu'une vidéo longue me direz-vous. Alors mes amis, je ne sais pas si vous avez vu ce dernier film sur Netflix nommé Le Monde après nous, mais si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo vous donnera un gros aperçu, donc autant vous dire que ça va spoil. Et donc si je tenais à faire cette vidéo, c'est que nous sommes là en présence d'une œuvre purement stupéfiante de symbolisme. Je veux dire, j'ai fait un tas de vidéos décryptage, mais vous allez voir ici que c'est full symbole et que les messages passés à travers ce film ne manquent pas. Beaucoup ont trouvé ce film nullissime pour reprendre ce terme que j'ai beaucoup lu, mais en fait, ce film ne peut être apprécié à sa juste valeur que par ceux qui vivent dans le monde réel et qui ont l'esprit ouvert et non formaté. Les gens ne se rendent pas compte qu'un film ne doit plus se regarder pour divertir, mais plutôt pour décoder les messages qu'on nous envoie, mais ici, pour vous rendre la tâche difficile, on vous a transmis un sentiment d'isolement, combiné à un signe aigu de fièvre de cabine, car presque tout le film se déroule dans une maison où les gens se perdent lentement. Et pour ceux pour qui cela a fonctionné, sachez qu'un message vous a été envoyé, que votre consentement a été donné, et je vous le décrypterai dans cette vidéo. Vous êtes passé à côté d'un message qu'on tentait de vous faire passer. La fiction dépasse la réalité depuis bien longtemps. Ce scénario qui se dessine pour les États-Unis arrivera également à nos portes. Donc avant d'aller plus loin, il est important de préciser à YouTube que cette critique est autorisée par la règle d'utilisation équitable à des fins de critique, de reportage d'actualité, d'enseignement et de parodie, ce qui ne constitue donc aucune violation du droit d'auteur. Chose que j'aurais dû préciser pour ma vidéo sur le film Sound of Freedom, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Odyssée. Je vous mets le lien dans le premier commentaire pour ceux qui la cherchent encore. Également mes amis, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et surtout partagez-la autour de vous. Et bien sûr à toi qui me diras au sujet de cette vidéo: oui mais Kamel, c'est trop un complotiste. N'oublie jamais que dans ton balcon, à 20h, tu tapais dans une casserole pour cette même infirmière qui t'a inoculé le venin qui coule dans tes veines. Bisous. Comme dirait l'autre, le hasard favorise les esprits préparés. En bref, mes amis, ce film, vous allez le voir, prédit avec précision ce qui va se passer après 2024. Quand je parle de prédiction, encore une fois, et c'est désolant de devoir le préciser une énième fois, ils ne prédisent rien, ils ne font que suivre l'agenda. Nous parlons d'une cyberattaque précédant des troubles civils, suivis d'un conflit conventionnel, d'un conflit nucléaire, d'une guerre hybride, de la 3e guerre mondiale, le tout avec cette pointe d'exagération à laquelle nous sommes habitués dans le domaine d'Hollywood. Ce film que nous allons décrypter ensemble, mes amis, est tiré du roman du même nom de Rumaan Alam, publié en 2020. Le film a pour producteur exécutif, comme vous le voyez ici, Barack et Michelle Obama. Si vous ne savez pas ce qu'est un producteur exécutif, eh bien cela signifie que vous supervisez globalement le projet, de la production en passant par la conception jusqu'à la distribution. Le producteur exécutif peut prendre des décisions comme le choix des acteurs, du réalisateur ou d'autres membres clés de l'équipe. Le producteur exécutif est aussi celui qui gère le financement, le casting, les équipes de tournage. Il gère la planification et la logistique ainsi que le marketing et la distribution. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, vous pourrez vraiment vous demander ce que vient faire un ancien président et en l'occurrence celui des États-Unis dans un film aussi bourré de symbolisme
films parmi les plus sombres. Obama qui déclarait d'ailleurs qu'il utilisait son expérience d'ancien président américain pour rendre le film plus réaliste. Et juste ce point nous dit déjà à quoi nous attendre. Il sera aussi intéressant de se pencher sur le producteur de ce film, Sam Esmail, et je vous dévoilerai un détail important le concernant en fin de vidéo. Mais tout de suite, j'aimerais vous faire part de cette interview lunaire qu'il a accordée à Vanity Fair dans laquelle il déclare ce qui suit. Dans les versions originales du scénario, j'ai définitivement poussé les choses beaucoup plus loin que dans le film. Et le président Obama, ayant l'expérience qu'il a pu me donner un peu de recul sur la façon dont les choses pourraient se dérouler dans la réalité. Il poursuivra en disant « J'écris ce que je pense être de la fiction. Pour l'essentiel, j'essaie de le garder aussi fidèle à la réalité que possible. Mais j'exagère et je dramatise. Et d'entendre un ancien président dire que vous vous trompez sur quelques détails, je pensais que je me trompais beaucoup. Le fait qu'il ait dit cela m'a fait peur. » Ce que nous dit en fait le producteur de ce film, c'est que grosso modo, dans le cinéma, ils ont tendance à extrapoler et à partir dans des scénarios invraisemblables de fin des temps. Mais le président Obama lui dira en gros: tu n'extrapoles pas, mon ami, t'as juste visé dans le mille. Ce qui fera donc peur à ce producteur. C'est quand même intéressant à relever, mais ne soyons pas naïfs non plus. Car ce producteur, Sam Esmail, n'en est pas à son coup d'essai. Dans la série Homecoming qu'il a réalisée, on peut voir qu'il est de la partie. Et le fait de le retrouver ici, en collaboration directe avec les Obama, ne fait que le confirmer. Autre détail très important, c'est que ce film est dans les tuyaux depuis 2020, car un appel d'offres avait été lancé que Netflix a remporté pour la réalisation et pourtant, moins d'un mois après sa sortie, des cyberattaques tombaient déjà de partout. En bref, mes amis, c'est parti. Voyons voir ce que cache ce film et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez décelé tous les signes que je vais à présent énumérer. Parmi les acteurs de ce film, nous avons Kevin Bacon qui joue le rôle du survivaliste, le gars qui a tout vu venir avant les autres, et ce qui est amusant à son sujet, c'est qu'on le retrouve déjà dans un film sorti en salle, tenez-vous bien, le 23 mai 1990 nommé Tremors, dont je vous mets ici le synopsis qui surprendra ceux qui ont vu le film que nous décryptons aujourd'hui, car vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Comme personnage, nous avons également George, le propriétaire de la maison joué par Mahershala Ali. Nous avons également Miyala Herold qui joue sa fille Ruth. Nous avons Ethan Hawke qui joue le père de famille, un personnage docile, conforme, non critique, manquant de toute conscience de la gravité de toute situation. Il est toujours le dernier à découvrir les choses. Nous avons ensuite celle qui joue son épouse, Julia Roberts, que probablement personne parmi vous ne peut voir dans ce film. Antipathique, misanthrope, exigeante, accro à Starbucks et j'en passe. Ensuite, on a la fille du couple, obsédée par la technologie, par la série Friends, accro aux appareils électroniques comme beaucoup d'entre nous, mais par contre, elle se trouve être la personne la plus perceptive dans le film. C'est elle qui est la première à tout remarquer. Elle est la première à remarquer qu'il n'y a plus de connexion internet. Elle est la première à remarquer l'énorme navire qui arrive droit sur eux. Elle est également la première à entendre le son qui perce les oreilles. Elle est la première à voir le cerf, la première à trouver un bunker à la fin du film et ironiquement, c'est elle qui est la plus branchée à ces appareils, mais qui donc est aussi la plus attentive au monde qui l'entoure. Donc, gros contraste. C'est en fait un gros clin d'œil à l'œuvre de George Orwell et des sous-entendus dystopiques selon lesquels ce sont les enfants qui gouvernent le monde et voient ces choses. Raison pour laquelle, dans le film, c'est systématiquement la petite fille qui remarque tout. Ensuite, nous avons son frère qui est l'opposé complet, complètement insensible, obéissant, sans conscience, et probablement celui qui a la plus faible probabilité de survie, et nous allons développer tout cela tout au long de cette vidéo, mais en tout cas, vous avez là les principaux personnages du film. Une chose sur laquelle il est important d'attirer votre attention, et en lien direct avec le scénario de ce film, c'est ce discours que je vous laisse écouter. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack.
Voilà, le comic 19 nous dit-il une partie de Uno à côté de ce que sera cette crise. Donc mes amis, sans vouloir faire le complotix radicalisé, soyons sur nos gardes, car un homme averti en vaut deux. À partir de maintenant, suivez bien car vous allez voir que ce film et tout ce qui tourne autour a été pensé par de véritables démons. Dès le générique, vous pouvez entendre une musique. Cette musique s'appelle Revanche et elle est de ce chanteur. Mais en fouillant bien, comme je l'ai longtemps fait lors des premiers décryptages sur le rap que je faisais, eh bien j'ai sorti les paroles et voilà ce qu'on peut y trouver. Ils vont dire que j'ai rejoint les Illuminati, j'ai des démons tout autour de moi, dites-moi ce qu'ils savent de moi. Dans ce même générique, nous pouvons également voir cet œil qui voit tout et que nous avons abordé des dizaines et des dizaines de fois. Dans ce même générique, vous pouvez également voir ces drapeaux américains inversés, représentant la chute des États-Unis en tant que nation. Idem sur cette image de Statue de la Liberté à l'envers, représentant là par contre la chute de la liberté et des valeurs en général. Je vous assure mes amis que tout dans ce film est à analyser et vous allez voir que là, pour le coup, vous n'allez pas vous ennuyer. Le générique d'ouverture résume tout le message du film, à savoir que l'élite veut détruire l'Amérique de l'intérieur pour laisser place à un gouvernement mondial. Ensuite, nous pouvons voir cette scène en début de film où l'acteur est en plein réveil. Et si vous regardez bien, 3 chiffres sont alignés autour de lui. Vous avez ce 6 ici, sur la tasse, le réveil pointe à 6 heures et de l'autre côté du lit, on peut voir un autre 6 sur cet appareil, ce qui vous donne bien évidemment le 666, la marque de la bête qu'on ne présente plus. Expliquez-moi maintenant, et bien sûr avec des explications rationnelles, pourquoi il ferait cela. Ce que vous voyez là est absolument intentionnel. Personne ne pourra me dire le contraire. Ils veulent vous montrer ces choses comme une parodie de l'incorporation de symbolisme dans les films, tout simplement. Sachez que chaque nuance de ce film, en particulier les images fixes, viennent nous dire quelque chose. Juste après, lors de la scène dans laquelle la famille se rend dans la maison de vacances pour le week-end, on peut entendre du Kool and the Gang. Et là encore, en regardant le clip en question, datant de 1984, encore un clin d'œil à Huxley, eh bien, on tombe sur cette scène très évocatrice du film Eyes Wide Shut, où on voit ces mêmes puissants que l'on voyait dans Squid Game. Beaucoup trop de références Illuminati. Squid Game qui est quand même un succès mondial, qui est numéro 1 dans la tendance sexe et violence, et je sais même pas si vous vous rendez compte. Et je vais d'ailleurs vous expliquer ensuite le pourquoi Netflix se positionne d'une telle manière. Et je comprends ceux parmi vous qui disent ne pas avoir Netflix, et honnêtement je vous applaudis. Perso, je me connecte dessus que quand on me lance une alerte pour me dire qu'il y a un décryptage intéressant à faire sur tel ou tel contenu. Mais autrement, je ne m'y perdrai pas. Également mes amis, il y a une symbolique que vous n'avez probablement pas remarquée. Quand ils sont sur la route pour rejoindre leur maison de vacances, ils passent sous ces 2 panneaux. Ils ont le choix entre 2 directions. Ils peuvent en quelque sorte choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. Soit la sortie 76, The Point Confort, ce qui signifie que vous allez tout droit vers l'esclavage et je vous expliquerai ensuite pourquoi, ou bien prendre la direction de Fort Mo, ce qui signifie aller vers la liberté. C'est très subtil, mais c'est ce que cela signifie, parce que Point Confort est l'endroit où l'esclavage a commencé il y a 400 ans en Amérique, et Fort Mo est l'endroit où l'esclavage a pris fin. Fort Mo est devenu le site de la première communauté africaine libre. Si ça, ce n'est pas un message clair, alors je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, regardez encore une scène hallucinante. Le navire qui s'échoue sur la plage qui symbolise le jugement qui arrive sur les côtes américaines. Ce navire représente la chute des États-Unis. Cette référence au Jenga que nous avions vu dans la couverture de The Economist, rappelez-vous mes amis. Ce même Jenga que nous reverrons d'ailleurs plus loin dans le film. Donc le White Lion que vous voyez s'échouer sur la plage au début du film mes amis est une référence au White Lion qui était un corsaire anglais, premier navire négrier opérant sous une lettre de marque hollandaise et qui amena les premiers Africains dans la colonie anglaise de Virginie en 1619.
un an avant l'arrivée du Mayflower en Nouvelle-Angleterre. Cet événement, mes amis, est considéré comme le début de l'esclavage africain dans l'histoire coloniale des États-Unis. D'ailleurs, observez bien, la plage dans laquelle ils se rendent avant que le bateau s'échoue se nomme Charleston Harbor, lieu qui était autrefois un port d'entrée majeur pour les navires négriers transportant des esclaves d'Afrique de l'Ouest. Dans cette scène, il est intéressant de voir que la plupart filmaient pendant qu'ils couraient, des personnes plus inquiètes d'avoir une vidéo à mettre sur les réseaux sociaux plutôt que de sauver leur vie. Exactement à l'image de notre société où on préfère filmer des gens qui se font agresser, voire même tuer, plutôt que de leur venir en aide. Et voyez jusqu'où ils ont poussé le vice, car curieusement, la station radio qu'écoute le père de famille quand il roule en voiture est la station 1619. 1619 qui, remodelée, donne aussi 1961, année des émeutes raciales de l'Université de Géorgie perpétrées par les partisans de la ségrégation raciale. Et le message qui passe à la radio, sur lequel nous reviendrons plus tard, parle des retombées d'une cyberattaque en cours et d'un désastre environnemental catastrophique dans le sud qui a un impact sur le schéma migratoire des animaux. Et le fait que la radio affiche 1619 pourrait vouloir dire que ces événements terribles sont des représailles pour ce qu'il s'est passé dans le passé. Donc vous pouvez voir qu'ils essaient clairement de dire que cette histoire de navire négrier n'est pas juste une dérivation abstraite. Il y a là des sous-entendus de guerre civile. C'est de cela que parle ce film. Idem dans une scène où la fille se retrouve seule face à des photos de ce qui semblerait être ses ancêtres qui ont été combattus durant la guerre de sécession et qui était donc une guerre civile. Donc voyez qu'on se retrouve toujours avec ces références à la guerre interethnique. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo sur ce film nommé Guerre civile qui arrive en 2024. Et pour ça, bien sûr, vous n'aurez qu'à me le rappeler dans l'espace commentaire. Quand ils sont à la plage, le fils va dire à sa mère que sa copine n'est pas loin et il lui demande en lui donnant la localisation si en gros elle pourra le déposer pour qu'il puisse la retrouver. Et cette localisation, mes amis, regardez bien, pointe à Sag Harbor, New York au 11963. J'ai donc fait une recherche à cette adresse et j'y ai trouvé, tenez-vous bien, un temple maçon. Regardez vous-même et allez vérifier. Vous avez ici le bas de page du site internet sur lequel vous pouvez voir l'adresse, ce qui est une signature de plus. Tout est sous vos yeux, mes amis. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est cette peinture que l'on voit dans cette maison qu'ils ont louée. Cette peinture change plusieurs fois tout au long du film et la raison pour laquelle ce détail est significatif, c'est parce qu'il renvoie un message sur la façon dont les personnages de ce film vont changer tout au long du scénario apocalyptique. Quand le film commence, vous avez 4 sortes de formes blanches sur la peinture. Ces formes représentent les personnages principaux. La plus grande est probablement Julia Roberts, celle qui porte clairement la culotte dans le couple. À gauche, le mari, ici le fils, et puis ici la petite dernière. Au fur et à mesure que le temps passe tout au long du film, cette image va changer et nous y reviendrons quand ce sera nécessaire, de manière à ce que vous compreniez. Ensuite, quand Julia Roberts décide d'aller en ville faire des courses, il y a encore un symbole qu'il fallait voir. Ce symbole est là, au milieu de ce rond-point, au centre. Ce bouton on-off qui nous plonge dans un scénario de réinitialisation et c'est d'ailleurs suite à cela que vont démarrer les premiers incidents. Le propriétaire de la maison qui se trouvait dans les parages au moment même où les premières alertes de cyberattaque vont surgir va décider de ne pas s'aventurer en ville et se rapprocher de sa maison de campagne. Mais cette maison a déjà été louée à notre famille blanche. Et surtout mes amis, ne voyez rien de péjoratif quand je parle de blanc. Vous comprendrez pourquoi j'emploie ce terme ensuite. Donc, la famille noire, qui donc est propriétaire de la maison, va négocier avec ceux-là même à qui ils l'ont loué, de passer la nuit avec eux, ne sachant pas encore ce qu'il se passe en ville, et donc pour éviter de se retrouver dans des embouteillages ou je ne sais quoi d'autre. Dans cette scène, mes amis, on peut apercevoir ce t-shirt que porte le père de famille sur lequel est marqué Bikini Kill, qui est un groupe de rock féministe qui a été pionnier du mouvement anti-émeute et qui défendait des thèmes tels que le classisme, l'anarchisme et l'autonomisation des femmes. Et bien le fait que Clay, donc un homme
porte ce t-shirt symbolise parfaitement qu'il a été émasculé. Un produit d'années d'endoctrinement social qui l'a même amené à s'identifier à un groupe féministe. Bikini Kill fait aussi allusion aux atolls qui ont servi aux essais nucléaires et surtout aux retombées des radiations, ce qui m'a rappelé cette couverture de The Economist sur laquelle je vous avais expliqué que toutes ces étoiles que vous voyez autour du sapin représentent justement ces retombées de radiation. Mais on n'en a pas fini avec cette couverture, vous verrez que nous allons y revenir. Quand George va entrer dans sa maison, on verra ce tableau sur ce mur avec ses yeux qu'on ne présente plus encore une fois. La soirée sera pleine de tensions entre les deux parties. Julia Roberts va montrer une certaine tension raciale envers cette famille noire, l'air de dire comment ces domestiques pourraient posséder une telle maison. Et pourtant, mes amis, bien que Julia Roberts ne joue qu'un rôle, il est intéressant de savoir la concernant que c'est Martin Luther King qui est venu en aide à sa mère le jour de sa naissance pour payer la facture de l'hôpital. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dites-le moi dans les commentaires. En bref, suite à cette scène, il va se passer quelque chose que beaucoup n'ont pas saisi. Lorsque les deux personnages secondaires rentrent chez eux, ils passent un accord avec leurs locataires, ils leur diront grosso modo que ceci est temporaire, qu'ils ne veulent pas perturber leurs vacances et leur proposent même un remboursement de 1000 $ sur le prix de la location en guise de dédommagement. Et surtout, détail important, qu'ils occuperont le studio se trouvant au sous-sol de la maison. On est d'accord. Et cette scène, mes amis, a une signification très très forte. Elle est en lien direct avec le White Lion que nous avons évoqué juste avant et qui s'est échoué sur la plage. Nous avons vu ensemble que le White Lion était un navire négrier et ce que vous allez voir maintenant est juste fort. Dans la scène suivante, ils vont donc descendre dans le studio où lui et sa fille vont passer la nuit et en termes de symbolique, mes amis, il fallait comprendre qu'ils descendaient en fait dans les cales du bateau, tout comme les esclaves durant leur acheminement vers les États-Unis occupaient les cales des navires. Et ce qui vient appuyer ce que je vous dis là, c'est les détails présents dans cette chambre à l'étage. Regardez bien les murs et observez le papier peint de la chambre parentale. Vous pouvez voir l'océan comme si vous étiez sur le pont d'un navire. Un navire négrier peut-être. Navire dans lequel le blanc loge aux étages supérieurs du navire et la famille noire au sous-sol dans les cales. Ils essaient clairement de transmettre un message ici sur la tension raciale, la tension socio-économique. Nous pouvons voir cette carte dans le studio au sous-sol, une carte des États-Unis divisée en 4 parties et cette carte s'intitule États-Unis d'Attique 1971 de la peintre et activiste Faith Ringgold. Sur cette carte sont notés les soulèvements d'autochtones, d'esclaves et d'immigrants ainsi que d'autres actes de violence survenus dans chaque État depuis la fin des années 1700. Cela rejoint la guerre des races de Charles Manson, Helter Skelter et tout est lié au code 128. Le film est sorti le 8 décembre, donc 12/8. Julia Roberts est née le 28/10, on a encore 128. Matthew Perry, mort récemment et avec lequel elle était en couple, est mort le 10/28, pareil. D'ailleurs, il est prouvé à son sujet que la raison de sa mort est plus que suspecte et a été prédite il y a longtemps. La navette spatiale a explosé le 28 janvier, donc 128 encore. Les tours jumelles ont commencé à tomber à 10h28. Bill Gates est né le 28/10. Le mouvement Q a démarré le 10/28. On a également une connexion avec le mouvement hippie, les Beatles, John Lennon, car John Lennon a été tué le 1/28. En bref, mes amis, au fur et à mesure que le temps passe, il commence à apprendre que le système de diffusion d'urgence a émis des avertissements et que le réseau est tombé en panne et que les choses se gâtent en fait. Une cyberattaque à travers le pays, des pannes de courant signalées le long de la métropole de la côte Est, nous avons donc un phénomène à l'échelle nationale qui se produit et un scénario de guerre civile des plus terrifiants qui se dessine. Et je dis cela car nous sommes là en présence d'une attaque lente. On est clairement dans Mad Max, tout le monde essaye de survivre. Mais ça reste pour moi plus facile que d'aller vers un système de droit excessif comme ces formes gouvernementales autoritaires serrées opposées aux zones de frontières extérieures où c'est juste l'anarchie et le chaos total. Devoir naviguer entre ces deux systèmes de gouvernance serait incroyablement difficile et une guerre civile signifie une sorte de broyage par attrition où certes vous êtes privé de nombreuses commodités de la vie auxquelles vous êtes habitués, mais peut-être que certaines restent présentes. Ce serait un monde beaucoup plus compliqué à vivre, c'est pourquoi ce monde qu'il dépeigne ici serait
si difficile et plus difficile encore qu'un monde à la Mad Max où c'est chacun pour soi. Maintenant, et comme je le disais en début de vidéo, c'est une manœuvre en 3 étapes pour renverser le gouvernement qui est imposé ici avec cette cyberattaque. Ils ne disent pas exactement qui sont les auteurs. Pour tout ce que nous savons, cela pourrait même venir de l'intérieur car sur ce tract que tient le personnage dans cette scène, on voit une faute grammaticale grossière, ce qui pourrait laisser entendre que le tract n'a pas été écrit par des locuteurs natifs, mais bien par des personnes agissant de l'intérieur. Et pour ceux qui seraient curieux de savoir ce qui est écrit sur le tract, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste juste dans le contexte d'une menace, où ils demandent de prêter une attention immédiate à ce qu'ils disent dans cet article, qu'ils possèdent les explosifs les plus dangereux de l'histoire, et qu'ils viennent tout juste de commencer à l'utiliser sur le terrain. En bref, dans la scène avec Kevin Bacon à la fin du film, il précisera que l'un de ses amis aurait reçu ces mêmes tracts, mais dans d'autres langues. Et concernant les Iraniens qu'ils évoquent, il ne faut pas oublier l'affaire Stuxnet, ce virus développé par Israël et les États-Unis dans le but de faire échouer le programme nucléaire iranien. Ce serait qu'un juste retour de bâton finalement. Donc fondamentalement, la stratégie est la suivante. Isoler, désactiver la communication et le transport dans le monde entier, vous créez un chaos synchronisé, des attaques secrètes, une mission sans motif d'ennemi clair, puis il y a un coup d'État, une guerre civile, un effondrement et un conflit nucléaire interne. Et c'est peut-être à ce moment que les ennemis de l'extérieur entreraient en jeu quand tout a été complètement déstabilisé et que tout a été neutralisé. En tout cas, il y a beaucoup de subtilité dans le film. Maintenant, je vais vous foudroyer une fois de plus par une chose que vous n'avez pas remarqué. Quand le couple se réveille le matin, est-ce que vous avez remarqué un détail qui n'était pas présent la veille? Observez bien mes amis. Regardez bien le papier peint en arrière-plan et observez que le niveau de la mer n'est plus le même. La mer est déchaînée, ce qui est une référence coranique, biblique de l'arche de Noé, indiquant que les choses deviennent de plus en plus turbulentes. Cela fait d'ailleurs lien avec les notifications que reçoit Julia Roberts, confirmant que le pays a bien subi une cyberattaque, donc les choses se confirment et surtout, elles s'accélèrent. En gros, la tempête arrive. On peut voir ensuite une convergence autour de New York City, à Long Island. New York est l'endroit où ça commence à dégénérer et tout le monde commence à se replier. George va ensuite se rendre chez son voisin Huxley. On peut voir ce plan dans lequel la plaque nominative a été détériorée, ce qui nous renvoie à cette famille noire, les Huxtable dans le Cosby Show. C'est très subtil mes amis. On nous parle là d'une famille noire idéale qui finira brisée à cause des frasques de Bill Cosby qui s'avérera être un prédateur sexuel. Nous avons également la grande référence à Aldous Huxley qui a écrit sur la façon dont la technologie détruirait les gens. Si vous connaissez le livre Le meilleur des mondes, vous saurez que l'intrigue est que les gens sont occupés mentalement par la providence gratuite de la technologie et des distractions. Ils sont en quelque sorte amusés à mort. La génération Z a plus de connexions et attribue plus de valeur à une fausse personne sur un écran qu'aux vraies personnes autour d'eux dans la vie réelle. Ils n'ont plus de respect, plus d'empathie. À l'image de la petite dans le film qui, à la fin, trouve la grande maison, s'y arrête pour manger, mais ne partage avec personne. Elle se contente de se rassasier elle-même, puis va trouver la collection de DVD avec laquelle elle va se satisfaire, alors que sa mère la cherche partout. La culture de l'égocentrisme et le mépris de ce qui se passe. Tant qu'ils ont ce qu'ils veulent, tout va bien. Et l'idée ici, c'est que ce temps touche essentiellement à sa fin. Dans une scène que nous avons évoquée plus tôt, quand le père naïf est en train de se perdre dans la campagne, eh bien, il croise un cheval. Ce cheval symbolise les tribulations ainsi qu'un retour à une forme de technologie antérieure sans système de guidage GPS. C'est ce que symbolise le fait qu'ils se perdent et que les avions s'écrasent. À l'intérieur de la maison des Huxley, George trouve un téléphone satellite qui ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les satellites ne servent à rien. Nous en avions déjà parlé dans la série sur l'Antarctique, mais ces pseudo-satellites ne sont que des antennes terrestres. D'où ce que je vous avais expliqué sur la parabole. Et en cas de coupure de courant, eh bien plus de satellites. D'ailleurs, pourquoi les Américains n'utilisent pas ces satellites dans leur surveillance de la Crimée, plutôt que d'envoyer des drones qui se font tamponner par l'aviation? En bref, maintenant mes amis platistes, c'est une autre scène qui va régaler toute personne consciente de la supercherie que représente la NASA.
NASA. C'est cette scène dans laquelle la petite va s'aventurer dans la forêt avec son frère pour se rendre dans une cabane se situant pas loin de la maison. Dans cette scène, nous pouvons voir le frère porter ce t-shirt d'une marque. Et donc dans cette scène, on voit donc cette inscription obéi avec la tête d'André le géant et juste à côté sur le t-shirt que porte sa petite sœur, on peut voir le logo de la NASA. Donc en collant les deux, on a clairement obéi à la NASA. NASA qui, je le rappelle, signifie tromper en hébreu. Et la bande rouge sur le logo représente la langue fourchue d'un serpent. Serpent que vous retrouvez dans Genèse 3, le fameux serpent qui est le diable. Ce qui voudrait dire que la NASA représente en réalité le serpent trompeur, le diable. Donc cette scène nous invite clairement à obéir à Satan. Et c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens font à notre époque. Sur d'autres vêtements de la marque, on peut d'ailleurs retrouver d'autres slogans comme celui-ci, qui dit clairement d'obéir à la propagande mondiale. On peut d'ailleurs faire remarquer que le frère porte ce short à damier tout au long du film, ce qui là encore est un clin d'œil maçonnique. Dans la scène de la cabane qu'il trouve en pleine forêt, elle parle à un moment de ce lit de feuilles en se demandant qui pouvait bien dormir dessus. Ceci est un message, mes amis. Ce message vous montre à quoi ressemble la vie future de ses enfants. Fini le confort dans les maisons à 500 000. À présent, mes amis, j'aimerais que l'on revienne à la division socio-culturelle dans cette scène où il y a cette femme qui parle espagnol, elle demande de l'aide, ils ne mettent pas de sous-titres, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a vu des choses. Elle est très frénétique, très inquiète, elle a besoin d'aide. Ethan Hawke, comme vous l'avez vu, est dépassé par la situation. Il est juste désolé de ne pas pouvoir l'aider. C'est la première fois, par peur, qu'il est confronté à une personne qui a désespérément besoin de son aide. Évidemment, c'est une allusion à la crise frontalière avec le Mexique, tout comme l'Europe est confrontée à la crise migratoire. Il vous montre juste tout ce qui s'est passé ces dernières années dans un film de 2 heures et comment le monde actuel dans lequel nous vivons sera dans une situation de crise bien pire. Nous avons également notre personnage George qui trouve cette montre sur la plage sur un pilote qui vient de cracher son avion et on peut voir que la montre s'est arrêtée. Une horloge qui s'arrête, mes amis, comme d'autres appareils, cela fait penser à une chose, aux armes à impulsion électromagnétique. Vous allez voir que ça se confirmera par la suite et je vous donne un indice, perte de dents. Et c'est d'ailleurs bizarre que le film Oppenheimer soit sorti il n'y a pas très longtemps. Ou encore la série Fallout, les retombées nucléaires, ces mêmes retombées nucléaires dont je vous parlais dans le décryptage de cette couverture de The Economist, qu'on décryptait d'ailleurs il y a tout juste 1 an, c'était à la même période. Cette couverture évoquait les Amish qui vivent avec le strict minimum. L'hiver nucléaire, mes amis, les retombées radioactives qu'on voyait sur la couverture avec ses étoiles, les sols radioactifs, chose que l'on voyait sur la couverture avec cet oiseau qui mangeait un fruit au sol et qui de suite changeait de couleur car il était infecté. L'impossibilité de planter des cultures, les radiations et les difformités seront la norme et personne ne peut deviner en quoi les humains survivants affamés se transformeront. Alors bon, mes amis, tout ce que je vous dis là, c'est selon la lecture que je fais de ce qu'ils nous mettent sous les yeux. Rappelez-vous également de ce son, mes amis, celui qui perçait les oreilles dans le film, comme un bombardement cinétique ou un bang sonique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fenêtres se sont brisées. Ça me rappelle tout de suite les années 60 et le projet Pluto. Renseignez-vous, mes amis. Ils nous disent tout ici, et nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc George trouve cette montre sur la plage, où, pour une raison quelconque, les systèmes de navigation de tous les bateaux et avions amènent à cet endroit. Donc, c'est l'un des scénarios de ce film. C'est que vous avez tous les animaux qui migrent vers cet endroit, vous avez tous les avions qui viennent s'y écraser, vous avez tous les bateaux qui viennent s'y échouer, vous avez toutes les Tesla qui sont programmées pour l'autoconduite qui vont venir à cet endroit spécifique. Tous convergent vers cet endroit pour une raison inconnue. Maintenant, la plausibilité réelle d'avoir une technologie qui permettrait de reproduire une telle chose me fait penser à quelque chose. Le syndrome de la Havane où beaucoup ont perdu leurs dents. L'énergie dirigée. Même si dans le film, ils ne disent jamais exactement comment, ce qui explique que le fils perde ses dents après une de ses attaques. Certes, il y a également cette tique qu'il retire de son pied, ce qui pourrait être une forme d'arme biologique, et à ce sujet, renseignez-vous sur Plum Island et les tiques contaminées. C'est actuel, mes amis. Ceci pourrait aussi être une acidose, à savoir le fait de manger des aliments morts ou boire de l'eau morte. En fait, il est tout simplement possible de réaliser une telle perturbation cybernétique de cette ampleur. Mais perso, je ne peux m'empêcher de penser également à ARP.
ou à une technologie que nous ne connaissons pas encore, ce qui expliquerait ce bruit strident qui apparaît au moment où George revient de chez son ami Huxley. D'ailleurs, lors de cette scène, vous pouvez voir que le tableau qui représente la résonance de Schumann a changé. Les couleurs sont devenues plus entrelacées, ce qui signifie ici que les lignes de division entre blanc et noir ne sont plus aussi nettement contrastées. Bien sûr, cela commence à symboliser que toute cette histoire de blanc et noir commence à s'estomper parce qu'une prise de conscience prend place, ce qui signifie que dans une telle situation, nous devons être réalistes. Les gens sont des individus tribalistes, ok. Mais je crois que dans un environnement post-effondrement comme présenté dès le début, il se pourrait en fait que beaucoup des barrières qui existent entre les gens, notamment les barrières culturelles, commencent probablement à s'effondrer s'ils doivent s'unir autour du but de survivre. La jeune génération naïve et qui, elle, manque de perception est bien sûr représentée par le frère comme nous l'avons vu. Ce type est complètement à la merci, raison pour laquelle c'est lui qui tombe malade et finit avec cette maladie inexpliquée. C'est que du symbolisme et ils ont vraiment poussé les choses jusqu'au bout. Maintenant, ils font également référence à la Corée dans le film, aux Chinois. Ils ne mentionnent pas vraiment les Russes, ce qui est intéressant. Ils disent seulement que les suspects possibles sont la Chine, la Corée et l'Iran. Mais le problème ici est le suivant. Comment feriez-vous entrer ce drone dans un pays sans qu'il ne soit abattu par l'aviation? Donc pour revenir à cette idée de désinformation et comment elle alimente le désordre et le discours civil, la personne qui pilote ce drone, pour autant que nous le sachions, pourrait faire partie de ceux qui organisent ce coup d'État pour essayer de prendre le contrôle du gouvernement américain. Aussi, ce qui est intéressant avec le passage des Tesla, c'est qu'on nous rappelle que dans une telle situation, les premières 24 heures sont cruciales. Être en dehors des zones à forte densité de population est la clé de la survie. Dans cette scène, d'ailleurs, on vous montre Long Island pour vous dire que c'est le pire endroit où il faudrait se trouver en cas d'effondrement. Long Island porte d'ailleurs comme surnom Duck Island. Cherchez pourquoi. Petit indice, le 11 septembre et la situation catastrophique causée par les gens qui fuyaient vers des zones plus sûres. Les Tesla ici convergent toutes vers cet endroit et bloquent littéralement la circulation par le carambolage qu'elle provoque. Et cette scène vous rappelle encore une fois les 24 premières heures, la réactivité ou la mort. D'ailleurs, il y a un peu plus de 10 jours, Tesla a rappelé plus de 2 millions de voitures pour corriger la fonction de pilote automatique. Coïncidence? En tout cas, c'est ainsi que vous entravez les transports, vous entravez les télécoms, vous paralysez essentiellement la société pendant que tout le monde se demande ce qui se passe. Maintenant mes amis, parlons de cette scène où George va nous parler de cet ami milliardaire travaillant à la défense et qui savait que tout cela allait arriver. Dans cette scène, il nous envoie un message subtil. Surveiller les marchés. Car les marchés vont indiquer quand ce grand événement va arriver. Donc, il nous dit qu'il gère l'argent pour un client milliardaire. Le client milliardaire lui donne un coup de téléphone la veille de cet événement, disant qu'ils doivent déplacer une grande somme d'argent. Il pensait que c'était une blague venant de ce type qui fait partie d'une cabale maléfique qui dirige le monde. Et pour une raison quelconque, cette fois-ci, il n'y avait pas de plaisanterie dans cet appel téléphonique. Ce qui, bien sûr, va enlever le sourire des lèvres de George et lui met ce ton grave. Celui de la peur. C'est là qu'il continue à expliquer qu'il ne pense pas qu'une cabale maléfique dirige réellement le monde, contrairement à ce que pourraient penser les complotistes. Et là, mes amis, dans ce seul moment de calme, vous avez tous été réceptifs aux idées reçues selon lesquelles il n'y a pas de cabale et que personne n'est aux commandes. Et mieux encore, et que cet accident serait qu'un événement purement aléatoire. Sachez que dans un film avec des messages subliminaux aussi méticuleux, censés agir sur l'esprit du public grâce à une programmation prédictive, eh bien cela ressemble à un effort visant à dissuader le plus grand nombre possible de personnes de rechercher les coupables d'un tel événement si jamais il devait se produire. Ils veulent que les gens incitent le public à accepter ce genre d'attaque comme une fatalité et à ne pas répondre en tentant de demander des comptes aux responsables. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le fait que les flamants roses et les cerfs convergent vers cette zone signifie que la nature essaie de leur envoyer un message. C'est comme les chiens qui sentent les tremblements de terre avant qu'ils ne se déclenchent. On a vu pas mal de vidéos en Turquie où des chiens aboyaient durant des heures en pleine nuit avant que la catastrophe ne frappe. On a également une référence au déluge, comme une destruction de quelque chose d'ancien, une réinitialisation, le grand reset.
Le cerf est également une représentation de Cernunnos, la divinité à cornes que de nombreuses sociétés secrètes vénèrent, et le collisionneur du Cern a été nommé d'après ce même Cernunnos. Il faut le savoir. Quand le fils va perdre ses dents, le père va échanger des médicaments contre une grosse somme d'argent, ce qui est probablement l'une des grosses leçons de ce film. Celle qui consiste à dire que l'argent aura toujours de la valeur dans une situation comme celle-ci. Les gens, même les plus préparés, les plus astucieux et acharnés, vont accepter l'argent. Car au moins pour les premiers mois, il y aura toujours cet espoir que les choses reviennent à la normale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde continue à se promener avec son téléphone portable dans le film, attendant que le signal revienne. Et cet espoir durera des mois, voire des années. D'ailleurs, regardez cette scène où il compte l'argent. Il vous montre bien que malgré sa préparation, et bien qu'il associe encore de la valeur à ce papier. Et les choses disparaîtront comme elles sont arrivées. Les distributeurs automatiques vont disparaître et ça a déjà commencé. Les banques en ligne vont disparaître. Cela sera relégué à l'argent liquide. Et une fois que les gens réaliseront que les institutions ne garantiront plus que l'argent a de la valeur, alors ils se jetteront sur les métaux précieux. Et une fois que ces métaux deviendront de plus en plus rares, alors nous reviendrons au système du troc. Donc exactement comme l'argent a évolué, il repassera par ce même processus. Vous remarquerez dans la scène où le gamin prend le médicament, cette référence à la pilule bleue. Également, sur son t-shirt, il est écrit primitif, ce qui est clairement la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils sont clairement de retour à un état primitif du monde. Et c'est alors qu'on entre dans cette grande scène du film, celle où George donne la principale exposition de l'intrigue, le plan en 3 étapes dont il a été informé pour renverser le gouvernement des États-Unis. Et c'est après cela qu'une bombe nucléaire explose à New York, comme vous pouvez le voir ici. Pendant ce temps-là, la petite Rosie trouve son chemin jusqu'à la maison des Thorne, et encore une fois, mes amis, vous allez voir qu'on n'a pas fini. Damien Thorne est un personnage joué dans la série de films La Malédiction, film qui date de 1976. Dans le film, Damien naît à Rome à 6h du matin, un 6 juin, donc la 6e heure du 6e jour du 6e mois, ce qui fait donc référence au nombre 666. Dans cette série de films, il est dit plusieurs fois que son père était Satan et sa mère un chacal, et il aurait d'ailleurs hérité de la structure cellulaire de cet animal. Il mourra à la fin du 3e film de la série, poignardé dans le dos avec l'une des dagues de Megiddo, conçu pour tuer l'antéchrist. Et c'est là qu'on va voir si vous avez de la mémoire concernant le terme Megiddo et surtout voir si vous êtes attentif à mes vidéos. Donc dites-moi en commentaire à quoi fait référence Megiddo. En bref, la destinée de ce personnage serait qu'il est l'antéchrist et je n'invente rien. Renseignez-vous sur le film. En bref, mes amis, dans cette maison se trouve le grand bunker. On trouve la petite qui se gave, puis elle traverse ce couloir rouge dans lequel on peut voir cet étrange tableau sur lequel est inscrit que l'espoir commence dans le noir. Quand la fille arrive en bas, elle passe cette première porte blindée et va descendre encore plus bas. Elle va se retrouver devant ce panneau sur lequel est inscrit Commodus, en référence à Commodus Augustus, fils de Marc Aurèle, connu pour avoir régné de manière autoritaire et hostile et se livrant à l'autocratie. C'est encore des choses qu'on nous annonce et par moments, chacun de nous se demande même si nous n'y sommes pas déjà. En bref, quand elle va allumer la lumière, on aperçoit directement ce tableau sur lequel sont dessinés des démons. Nous avons également cette pièce massivement approvisionnée. Nous apprenons ensuite, via cette alerte d'urgence, que la Maison Blanche et les grandes villes ont été attaquées par des forces armées rebelles, que des niveaux de radiation élevés ont été détectés près de plusieurs centres de population, donc nous savons que cela a bien tourné au nucléaire. Et c'est alors qu'elle trouve la collection de DVD parmi lesquels celui qu'elle voulait tant finir depuis le début du film. Elle a cette obsession pour cette série, ce qui symbolise sa solitude. Elle dit d'ailleurs plusieurs fois dans les films que les gens ne l'écoutent pas, qu'elle se sentait pas aimée dans sa famille. Et c'est seulement à la fin qu'elle sourit enfin parce qu'elle entend le générique de sa série préférée. Donc voyez-vous, il nous parle de tout dans ce film. Pas seulement de l'apocalypse et de la guerre civile, mais des problèmes raciaux, des problèmes frontaliers. Il y a également cette ironie d'avoir besoin de beaucoup de DVD alors qu'on est sur Netflix. C'est assez drôle. Et en termes des effets de cette cyberattaque, pour résumer rapidement, nous avons des effets sur les modèles de migration des animaux, les systèmes de guidage des avions, les bateaux, les systèmes de guidage des voitures Tesla
Tesla, les téléphones satellites ne fonctionnent pas, des tracts qui sont largués évidemment pour dérouter et désinformer, des cabales d'élite qui savaient que cela allait arriver, la nature avertissant les enfants, les armes bactériologiques qui font tomber les dents, donc référence au syndrome de la Havane. Il y avait encore plein de trucs que je n'ai pas trouvé intéressant de mettre, comme le tatouage 96 de la gamine. On a plein de références au solstice d'hiver, période où les sacrifices se multiplient. On a cette date ici sur le pare-brise, 12-22. Il y avait aussi beaucoup de bleu et d'orange dans ce film. Et je vais ensuite vous expliquer pourquoi. Mais dès le début du film, au réveil, le bleu est là. La voiture est bleue. Quand le bateau s'échauffe sur la plage, l'orange et le bleu sont partout. Le toit de la maison qu'il loue est bleu. Quand elle chargeait sa voiture face à Kevin Bacon, les panneaux juste derrière étaient bleus. Leurs vêtements, le mobilier de la maison, la tablette de la gamine est bleue, ses écouteurs sont bleus. D'ailleurs, et ceci n'est qu'un détail, mais vous remarquerez qu'à chaque fois que vous verrez l'orange et le bleu, dans la scène ou les deux scènes suivantes, bim, ils reviennent systématiquement sur cet épisode de la série Friends. Vérifiez par vous-même et vous verrez. Et donc, pour revenir au bleu, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Hawaï, sur l'île de Maui. Le bleu est la seule couleur qui n'a pas brûlé. Je suis incapable de vous dire pourquoi, mais vous chercherez les témoignages et vous verrez par vous-même que tout ce qui a été retrouvé intact portait souvent la couleur bleue. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est le QR code qu'on pouvait voir dans cette carte qui était diffusée sur l'écran au début du film. Et en le scannant, on atterrit sur le parc d'attractions abandonné du lac Shawnee dans le Kentucky. Il y avait également cette éclipse lunaire et l'aurore rouge pointant peut-être vers une inversion des pôles magnétiques. Cette éclipse fait référence à celle que nous avons évoquée lors du décryptage de la couverture de The Economist pour 2024. Éclipse qui devrait avoir lieu entre le 24 et le 25 mars. Une chose aussi que vous devez savoir à propos de Netflix, c'est que son cofondateur, Mark Bernay-Randolph, est entre autres l'arrière-petit-neveu d'Edouard Bernays. Et pour ceux qui connaissent le personnage, vous allez faire les gros yeux, je le sais, car Edouard Bernays est ni plus ni moins que le père de la propagande. Le monde est vraiment petit, mes amis. Je vous conseille d'ailleurs ce livre très intéressant d'Edouard Bernays, un classique qui vous aidera à comprendre toute l'actualité de nos jours. Ne prenez jamais Netflix ou tout autre média pour du divertissement, car votre cerveau sera mis en pause, que vous le vouliez ou non. Nous sommes d'accord que les choses ne se dérouleront pas exactement comme décrit dans ce film, mais la plausibilité et la raison pour laquelle ce film est quelque part différent des autres, c'est parce qu'il ne suit pas la traditionnelle idée qui consiste à dire « nos ennemis vont créer des cyberattaques et ensuite ce sera la Troisième Guerre mondiale ». Ici, il joue plutôt sur le fait que nous vivons dans une société tellement divisée le long de lignes raciales, sexuelles, socio-économiques, qu'en réalité, nous nous détruirons plutôt de l'intérieur. Et oui, j'allais oublier, quand je vous disais en début de vidéo qu'il ne fallait pas être naïf au sujet du producteur de ce film, Monsieur Esmail, c'est que ce type n'est pas clair du tout. Sur son site internet, on tombe sur cette page d'accueil, un data center qui est là encore en clin d'œil à ce film, et surtout, quand on reste plus de 30 minutes sur le site, on finit sur une image figée que je vous laisse analyser et juger. Ils sont tous main dans la main. Voilà tout. Et pour finir cette vidéo, j'ai laissé de côté une scène du film qui, vous le verrez, clôture parfaitement cette vidéo. Car comme vous le savez, nous vivons dans une société où les gens ne se soucient plus vraiment de savoir par quelle opération ils ont été placés là. Ce qui est certain, c'est quand les choses ne vont pas bien comme ce que nous vivons à notre époque, eh bien ces personnes s'empressent d'aller chercher des sauveurs parmi les humains. Sincèrement mes amis, et avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais comprendre comment vous pouvez dire être non-croyant ou encore agnostique. Et rassurez-vous, je ne viens pas faire de prosélytisme, mais ces gens qui vous font si peur, ces personnes qui vous montrent l'antéchrist, ces personnes qui vous font verser autant d'encre sur les réseaux sociaux, ils vous montrent qu'ils servent Satan. Donc mes amis, s'il y a un adversaire, c'est forcément qu'il doit y avoir un Dieu. Je ne vais pas être lourd
mais pensez-y. Et j'ai également un dernier message pour une catégorie de personnes qui est très important et je cherchais une occasion qui se présente enfin pour vous le délivrer. Ce message se trouve dans la dernière scène que je vais vous décrire ici. Cette scène, mes amis, c'est celle dans laquelle la petite Rosie raconte à sa mère la parabole du noyé. Ce personnage vivant près du fleuve. Ce personnage entend que le fleuve va inonder la ville et que tout le monde doit s'en aller. Mais il préfère rester chez lui parce qu'il prie tous les jours. Il sait que Dieu l'aime et qu'il le sauvera. Et comme prévu, l'inondation se produit et il y a un homme dans une barque qui l'aperçoit et qui lui dit « Eh monsieur, venez, je peux vous sauver !» Mais l'homme lui répond qu'il n'ira nulle part. Puis un hélicoptère arrive au-dessus de chez lui et le pilote fait descendre une échelle, mais l'homme lui dit qu'il n'ira nulle part. Et bien sûr, par son entêtement, il finira par se noyer dans les inondations. Alors il monte au ciel et il est en colère contre Dieu et va lui dire « Moi qui priais tous les jours, je croyais que vous m'aimiez, mais vous ne m'avez pas sauvé. » Et Dieu lui dit « Je t'ai envoyé un appel radio, puis une barque et un hélicoptère. Tu voulais quoi de plus ?» Cette parabole est juste magnifique, mes amis, car cette histoire décrit parfaitement les gens qui regardent tous les signes qui se produisent dans ce monde en ce moment. Ils vous le disent qu'il y a des signes partout, que vous devez être préparés pour ce qu'il va arriver. Mais c'est tout. Est-ce qu'ils font les causes ? Dieu seul le sait, mais pour beaucoup, j'en doute fortement. Sachez, mes amis, que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Trop de gens ne se préparent pas et disent simplement, comme chez nous les musulmans, Ils peuvent comploter, mais Allah est le maître des stratèges. Ok, mais toi t'es le roi de quoi? J'ai pris des malangues pour ne pas dire une connerie car je ne supporte plus ces phrases toutes faites. Vous ne pouvez pas vous empêcher de commenter sous chacune de mes vidéos ces mêmes phrases en boucle et je sais pourquoi vous le faites. Simplement parce que vous avez peur. Ce sont ces mêmes personnes qui ont couru se faire piquer pour pouvoir prendre l'avion ou encore aller à la salle de sport. Et j'en ai plein ma boîte mail, donc apprenez à commenter avec humilité et cessez de vous laisser guider par vos peurs au point de vouloir vous rassurer après chacune de mes vidéos. Quand je fais ce genre de vidéos, il est évident que je hiérarchise, que je ne place pas l'humain au-dessus de tout. Je trouve juste intéressant de pointer le doigt sur ce qu'ils nous concoctent, histoire que ceux qui baignent encore dans le mensonge aient la possibilité de se poser les questions que nous nous sommes posées nous-mêmes et qui mènent tout doucement vers le réveil. Je ne supporte plus ces personnes qui disent simplement « Dieu s'en chargera ». Mais Dieu nous a donné un cerveau, des bras, des jambes, une bouche, des oreilles pour une raison. Aidez-vous avant d'attendre l'aide de qui que ce soit. Et là, Dieu se souviendra de votre existence. En bref, mes amis, voilà pour ce décryptage. Je vois de plus en plus de personnes me demander des solutions, de donner des pistes. Mais mes amis, je ne suis personne pour donner un quelconque conseil. Je comprends la demande, mais nous sommes peut-être diamétralement opposés et mes conseils ne seront pas forcément adaptés à tout le monde, raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait. Enfin, je ne sais pas. Pour ma part, je fais toujours ces vidéos avec humilité, sans jamais vouloir dicter quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste réveiller les endormis, ce qui est déjà énorme. Mais en tout cas, mes oreilles restent ouvertes, sachez-le. Pour finir, j'aimerais vous remercier de m'avoir accompagné durant cette année 2023. Sachez que je vous apprécie grandement et que c'est toujours un plaisir de vous retrouver virtuellement malgré que je ne sois pas toujours présent sur mes réseaux sociaux ou encore dans l'espace commentaire. Je sais que ça en frustre certains et que ça en énerve d'autres de ne pas avoir de réponse aux commentaires par exemple. Mais mettez-vous à ma place. Si je réponds à un et pas à l'autre, perso ça me travaille car les autres vont se sentir ignorés, voire pire snobés. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de réponse aux commentaires car répondre à tout le monde est juste impossible. Mais sachez une chose, c'est que je prends toujours le temps de vous lire du premier au dernier, même celui qui commente à chaque vidéo pour dire « First, toi mon pote, t'es une légende. C'est juste que tu ne le sais pas encore. » En tout cas, je tenais à vous le dire, mes amis. Merci à vous. On a traversé cette année avec des situations plus ou moins faciles de mon côté comme du vôtre, ce qui resserre toujours les liens car quelque part, on se soutient tous mutuellement sans le savoir. Donc à toi qui galère, à toi qui es seul, à toi qui m'écoutes depuis ta cellule, à toi qui écoutes cette vidéo depuis ton lit d'hôpital, je vous souhaite à tous le meilleur, en espérant qu'on restera tous branchés pour 2024 afin de maintenir ce fil d'information. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans remercier les trolls. Vous allez peut-être croire que je force, mais je suis plus que sérieux, mes amis. Car sachez que les trolls n'apportent que du bon quand on sait les gérer. Ils vous rappellent constamment que la fosse aux lions est ouverte et que vous feriez mieux de garder les yeux ouverts et de ne pas vous laisser aller. Ils maintiennent également le niveau, donc je tire le meilleur de ces éléments et n'oublie pas de les remercier. C'est la moindre des choses. Ouais, mais quand même,
Tais-toi, imbécile. Rendez-vous en 2024, mes amis. Vous ne vous y attendez pas. Et oui, pour vous dire que je lis tous les commentaires, j'ai même tenu compte des grincheux qui se plaignent à chaque fois que j'imite les trolls. Donc j'ai apporté ces petites modifs juste pour vous. Donc voilà mes amis, encore merci à ceux qui sont restés jusque-là. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.